Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux comme toujours de vous retrouver sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Vous pouvez aussi, vous le savez, nous recevoir sur le www.sportfmtg.com. Merci de nous faire confiance, merci d'accompagner la référence sportive. Eh bien, Dingue de Sport de ce jour parle de la Coupe du Togo, édition 2024. La finale a lieu, vous le savez, samedi prochain au stade de Kégué. À partir de 15h, ce sera entre ASCO et ASCK. Et on va parler tout simplement de l'entrée gratuite au moment de cette finale de la Coupe du Togo. À noter que le dernier vainqueur de la compétition se trouve être Gomido et c'était en 2018. On parle un peu professionnalisation avec quelques précisions apportées par la Fédération togolaise de football. L'on n'oublie pas de parler épervier qui cherche sélectionneur. Aux dernières nouvelles, Nicolas Dupuis, ancien sélectionneur de Madagascar, a manifesté son intérêt pour la sélection togolaise. Dingue de Sport invite aujourd'hui Prosper Agboklou, Latif Yuruma, Grégoire Attignon. Dingue de Sport, la mise en onde est l'affaire de Olivier Oké et la vidéo, comme toujours, est gérée par Sir Fonelom. Merci de nous faire confiance. Je suis Franck Nounyama. Bonne arrivée. Merci de nous faire confiance. Merci de choisir la radio qui mouille le maillot, la 91.9. C'est Dingue de Sport, comme souvent. Et on accueille sur ce plateau Grégoire Attignon. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Sport FM. Rouge et Noir, c'est quel club déjà? C'est Gomido? Il non, ne sait pas. Non. Je ne sais pas. Bon, vous l'avez juste porté. Oui. Bon, Latif, Gaza aussi porte ça. Voilà. Bon, Latif est dans les couleurs de son club. Ouais. Les verts de Tocoin, le vert voilà. blanc. Ça, c'est. On peut dire ça. C'est ça. Voilà. Ah, bonne arrivée. Merci. Voilà. Et on va parler d'abord un tout petit peu de l'Euro de football. Et la première demi-finale disputée, vous le savez, ce mardi, a confirmé la force de l'Espagne. Jusque-là, c'est la sélection qui produit le meilleur football avec beaucoup de buts déjà. Ça fait quand même 12 buts pour la Furia Roja. Et hier, c'était face à la France. Et la France continue d'aligner ses difficultés. Pas de production du jeu, mais les joueurs ne sont pratiquement pas, on va dire, au niveau, on peut le dire. Oui, je crois que la France a bégayé le long de la compétition à la clé avec cette élimination, même si oui, l'objectif de la 3F par rapport à l'équipe, c'est les demi-finales, d'accord, mais avec le potentiel, avec l'effectif, la qualité, la quantité des joueurs de l'équipe de France, je crois que la France faisait partie des favoris maintenant. Sauf que voilà, le long après 6 matchs, en aucun moment la France n'a pu véritablement montrer bonne mine avec des mauvais choix. Il faut avoir le courage de le dire aussi. C'est vrai, Didier Deschamps a eu un socle en défense avec, oui, l'assemblage entre Saliba et puis Upamecano, l'axe qui a fait fort alors que c'était sa première en grande compétition, sinon même en compétition. Les deux latéraux qui également ont montré du volume, surtout du côté droit avec Koundé. Maintenant, au milieu de terrain, la France n'a pas eu véritablement l'alchimie pour pouvoir tenir dans cette compétition. Oui, N'Golo Kanté a joué pratiquement tous les matchs en tant que titulaire. Il y avait bien sûr Tchouaméni qui n'a pas commencé ou qui n'a pas joué même le premier match parce qu'il était limite par rapport à... parce qu'il revenait de blessure. Tantôt c'est Rabiot, tantôt oui c'est Griezmann tantôt qui passe devant, tantôt c'est un 4-3-3, tantôt c'est un 4-4-2 en losange. Ça dit qu'il n'y avait pas véritablement de constance avec l'équipe de France. Et quand vous avez un sélectionneur qui est dans l'expérimentation à la tête d'une si grande nation qu'est la France dans une grande compétition, on continue d'expérimenter. Je pense à un moment donné que Didier Deschamps
a montré, oui, des choses à la tête de l'équipe de France et que je pense que l'ancien capitaine des Bleus n'a plus véritablement autre chose à montrer en termes de rénovation, en termes de révolution dans cette équipe de France. Oui, il fait pratiquement 12 ans à la tête de cette sélection. Beaucoup disent que oui, la France n'a rien montré, mais c'est quand même une France qui a disputé les demi-finales de la compétition. Et quand on prend cette équipe de France avec Didier Deschamps, il y a eu d'abord 2016 avec cette finale perdue face au Portugal, 2018 championne du monde, ensuite 2022 vice-championne du monde. Et oui, c'est quand même une équipe qui a gagné ou bien qui a élevé son niveau de performance sur les 5 voire 6 dernières années. Oui, la question qui se pose, comment est-ce que cette équipe-là qui a réussi à avoir donc toutes ces performances qu'aujourd'hui dans cette Coupe d'Afrique, plutôt dans cette compétition, n'arrive pas à s'imposer comme cela se doit. Quand vous prenez le parcours de l'équipe de France durant cette compétition, en aucun moment la France n'a convaincu dans le jeu, que ce soit les adversaires en face. Face à l'Autriche, c'est difficilement que la France a gagné 1-0. Face aux Pays-Bas, un match nul. Face à la Pologne également, un match nul. Difficilement, la France est venue à bout de la Belgique en 8e de finale. On a vu face au Portugal où ils sont allés jusqu'au tir au but pour finalement l'emporter. Et hier, je me dis que quelque part, la France voulait aussi faire quelque chose parce que c'est depuis le début de cette compétition, c'est la première fois que la France a été menée dans ce match. Oui, c'est vrai qu'elle a ouvert le score, mais par après, la France a été menée. On voulait voir la réaction de cette équipe française. C'est vrai qu'en deuxième période, cette équipe avait voulu aussi faire quelque chose, mais ça n'a pas suffi. On n'a pas compris comment se fait-il que cette équipe-là qui était finaliste du dernier mondial va présenter donc un tel visage. Alors que quand on prend l'effectif, la majorité était déjà là au Qatar pour ce mondial et qu'aujourd'hui, cette équipe de France n'a pas arrivé à produire son jeu comme cela se doit. Il y a eu quand même des joueurs qui ont déçu dans cette compétition. Tout d'abord, le capitaine Kylian Mbappé qui n'a pas véritablement impacté dans le jeu de l'équipe de France comme il avait l'habitude de le faire lors du mondial 2018 ou encore du mondial 2022. Il y a Antoine Griezmann qui était pratiquement inexistant dans tous les matchs. En aucun moment, Griezmann ne s'est imposé dans le jeu de l'équipe de France dans tous les matchs qu'il a joué. Il y a d'autres également. Tout ça là explique également ce parcours de l'équipe de France. Mais je crois que l'objectif est atteint dans la mesure où, avant que cette compétition ne commence, c'était dit que si la France arrive dans le dernier carré, ce serait quand même un grand objectif. Didier Deschamps fait quand même ce qu'il peut pour permettre à cette équipe ou amener cette équipe jusque dans le dernier carré. Malheureusement, la France ne disputera pas la finale. Il a perdu la main déjà, il manque... Je crois que quelque part également, il a trop duré à la tête de cette équipe. Il a trop duré. Pour une sélection, je me dis que c'est un peu trop pour Didier Deschamps. Quand on prend un peu les prédécesseurs de Didier Deschamps, quand on prend Aimé Jacquet, il n'a pas fait tout ce temps-là à la tête de l'équipe de France. Ensuite, il y a Roger Lemaire, également Laurent Blanc, plutôt Raymond Domenech. Également, tous ces gens-là n'ont pas eu assez de temps à la tête donc de l'équipe de France. Je crois que quelque part, il est arrivé un moment où il faut également lui dire merci parce que je ne sais plus ce qu'il doit encore gagner. Il a gagné, c'est vrai. Il n'a pas gagné l'Euro. Il n'a pas gagné l'Euro, mais je crois qu'il a amené l'équipe de France à gagner une Coupe du Monde, jouer la finale également d'une Coupe du Monde. Il a gagné la Ligue des Nations. Oui, la Ligue des Nations. Et aujourd'hui, demi-finale de l'Euro, je me dis qu'il a beaucoup gagné à la tête de cette équipe de France. Je crois qu'il peut aller également se reposer. De toutes les façons, il est là jusqu'en 2026. Oui, il est là jusqu'en 2026. L'objectif, oui, c'était les demi-finales, d'accord. Les joueurs n'ont pas montré grand-chose, d'accord. Mais quand vous prenez le management, écoutez, on ne peut pas... Regardez combien de joueurs il a fait jouer en attaque, par exemple. C'est-à-dire que c'est du tâtonnement à un moment donné. Et puis, il y avait de l'audace qu'il a manqué. Il a manqué d'audace aussi quand vous prenez les Bradley, les Bradley Barcola. Vous prenez même le milieu de terrain à un moment donné. C'est pourquoi beaucoup disent que
Laurent Blanc est un conservateur. Difficilement. Didier Deschamps. Qu'est-ce que je dis? Didier Deschamps est un conservateur parce qu'il y avait des choses à faire. Franchement, il faut avoir le courage de dire. Il aligne un milieu pratiquement de même profil. De même profil. Griezmann, Tchouaméni, Rabiot. Écoutez, qui va mener les jeux? Pratiquement, je me dis, à un moment donné, il a les meilleurs éléments. Quand vous venez à la Coupe, à l'Euro, avec même des champions d'Europe, qui n'ont même pas, qui ne se sont pas échauffés, ça suppose que vous avez de l'effectif. Je veux parler de Mendy, par exemple, qui ne s'est même pas échauffé. Par exemple, ça suppose que tu as de la qualité, tu as de l'effectif. Mais quand le management n'est pas bon, moi je me dis à un moment donné, il faut savoir quitter. Parce que quand vous avez dit qu'il a fait vice-champion, mais n'oubliez pas qu'à l'Euro 2021, il a été éliminé en huitième de finale. Prosper Agboklou, bonjour, bonne arrivée. Merci Franck. Merci, Tout va Franck. bien? Ah, on est dedans. On est dedans. On n'est pas dehors. On est dedans. Très bien. Ce sera la dernière compétition pour Olivier Giroud. Qui a le titre quand même de meilleur buteur au niveau de la sélection française. Oui, c'est beaucoup d'années. Hein. Il était là sur les premiers essais, les premiers matchs de Didier Deschamps. Donc, c'est un lieutenant. Il a dit, c'est pas ce match amical face à l'Uruguay. Par ce match amical, Olivier Giroud a commencé par là. Donc, c'était pratiquement les débuts de Didier Deschamps également. C'est l'un de ses meilleurs lieutenants. Il part. Et oui, la France qui est éliminée, on le redoutait. Vous faites partie de ceux qui disaient que la France ne montre pas grand-chose et ne pouvait pas tenir devant la Furia Roja. Oui, vous savez, quand vous scrutez un petit peu le parcours des tricolores lors de cet Euro, vous allez voir que pratiquement, elle a rencontré des équipes qui étaient un peu étaient moyennes. Elle a battu l'Autriche qui n'était pas bien entrée dans la compétition. Elle avait ses armes, elle a lutté avec ses armes, il faut le dire. Nos frères négros qui étaient là ont apporté beaucoup donc, de leur flux et reflux. N'Golo Kanté, les premiers matchs, il était très pimpant. Mais hier, il s'est noyé complètement dans la nasse et il a fallu qu'on le change. Donc vous allez voir que pratiquement toutes les équipes que la France avait rencontrées dans son parcours, elle n'a pas été... Ce sont des équipes quelque peu, je dirais, moyennes. Et moi, je pensais que... La Belgique aussi. La Belgique était... Le Portugal aussi. Oui. C'est des... oui. Bon? Non, c'est-à-dire que vous allez pouvoir comparer. C'est-à-dire que quand on prend toutes les équipes que la France a rencontrées, on le met devant la Aura, elle va les battre. Elle va les battre. Parce que là-bas, il y a une expression de jeu. Et ici, il y a un foisonnement de qualité qui, à un certain moment donné, n'a pas du tout fonctionné. Et quand vous lisez dans le regard de Didier Deschamps même, il est certain que c'est un peu difficile. C'est-à-dire qu'il s'en sort au minima. Vous allez voir le match contre la Belgique. C'était du tic au tac de façon... Et puis, contre son camp de Vertonghen. Voilà. La balle frappée par notre ami Kolo ne rentrait pas. Vertonghen avait touché le ballon. Donc, et hier, moi j'ai dit, quand c'est pas parce que l'Allemagne, regardez comment ceux-là ont été très tactiques, mais ça n'a pas marché. Et quand moi j'ai vu cette équipe d'Espagne, j'étais sûr et certain que l'équipe de France allait souffrir. Parce qu'il y a de la mobilité, surtout sur le côté. Le milieu de terrain est tellement habile que les remontées de balles, et surtout que Mbappé n'est pas dans sa forme. Et on parle de Griezmann, n'est pas dans sa forme. Je me suis dit que la force d'une équipe se base quand même sur... Hier, c'est Yamal qui a délivré d'abord cette boulée de canon pour l'égalisation. Et à partir de l'égalisation, vous allez voir que l'équipe de France a commencé par paniquer. Ils sont complètement allés à la défensive. Parce qu'on pensait peut-être que si on gardait le tempo jusqu'à la mi-temps, mais les garçons avaient de la mobilité et ils ont gagné. Donc, moi, je pense que ils ont fait ce qu'ils peuvent jusqu'à arriver là-bas. Ça, c'est un fier chandelle. Mais la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Contre la Rora, c'était un peu difficile pour s'en sortir. Voilà. Et dans les commentaires, vous savez, quand Pedri n'est pas là,
Carvajal n'est pas là. On a peut-être pensé que c'était l'atout majeur pour pouvoir aller de l'avant. Didier Deschamps est arrivé donc au summum de son art. Il n'a plus rien à donner. Ah. Voilà donc ce qu'il s'est passé, et Fabien Ruiz, Dani Olmo et puis Rodri ont étouffé les Français en milieu de terrain. Latif, comment fait-on pour avoir, on va dire, une étoile aussi brillante? Lamine Yamal, bientôt 17 ans, qui envoie, on va dire, un bijou à Mike Maignan, qui ne pouvait rien faire. Comment fait-on pour avoir des joueurs aussi précoces en matière de talent? Bon, je pense que ces genres de joueurs, ça ne court pas aussi les rues. Hein. C'est souvent, voilà, on a eu Messi qui est sorti comme ça du centre de formation donc, du FC Barcelone. Après, oui, souvent c'est les Brésiliens qui viennent comme ça. Je vois les petits joueurs, les Sud-Américains qui viennent comme cela. Bon, en Europe, oui, il y a de ces cas, mais c'est des cas rares. Parce que vous prenez Mbappé, ça fait aussi un des cas rares. Hein, Mbappé qui est champion du monde à 18 ans. Oui. À 18 ans. Et donc, voilà, Lamine Yamal, je pense que ça ne fait pas des oiseaux rares. Hier, son but a changé le match. Parce que je me dis, sans ce but-là, on n'allait pas avoir le même match. Parce que c'était sur une action, j'ai bien envie de dire, anodine. Et on ne sentait pas le but arriver. Mais le but est arrivé parce qu'il y avait le talent et puis il y avait l'inspiration. Je me dis, c'est ça quoi. Et avec ces genres de joueurs, ça vient comme ça. Alors, vous pouvez former 100 joueurs, peut-être vous aurez 1 ou 2 seulement de cette trempe-là. Donc, ce jeune joueur, c'est un bijou. Les gros ou bien les grands d'Europe vont forcément batailler pour le joueur, même si pour l'instant, le Barça met un veto. On parle de milliards ou bien combien pour la clause libératoire. Donc, pour sa valeur marchande. Voilà. Il est blindé. Il est blindé. Donc, moi, je me dis, ce joueur, franchement, ça vient comme ça. Et bravo, en tout cas, aux formateurs, parce que il faut aussi, c'est de la confiance qu'il faut faire. Voilà pourquoi je dis à un moment donné que Deschamps, voilà, à un moment donné, n'a plus véritablement rien à donner. C'était déjà forcément l'erreur aussi commise par Iniesta, quand il sortait, par exemple, ce jeune joueur, quand le Barça jouait contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, ce joueur-là qui dérangeait tout le monde, le Barça écope d'un carton rouge à Royo et expulsé. Alors, Iniesta se permet de sortir le joueur et ça fait tâche. Donc moi je dis, ce joueur, quand il est dans sa forme, quand il est inspiré comme hier, il va sortir. Mike Maignan, qui pour moi est le meilleur gardien pour l'instant, a pris ce but-là, malheureusement. Donc ce joueur, comment faire pour... il n'y a pas un mécanisme. Souvent, ça vient comme ça. Ces joueurs-là, est-ce que c'est comme le Togo qui a eu Adebayor? On peut faire 1000 ans de formation, on n'aura plus Adebayor. C'est comme le Togo qui a eu Kaolo. Entre-temps, il a fallu attendre des années. Donc, c'est comme cela. Voilà. Ces joueurs qui sont rares et qui brillent de tout feu. On a envie de voir encore ce but magnifique de Lamine Yamal, on le dit, bientôt 17 ans. Et dans 3 jours, et qui la veille de la finale, et qui est à près de 2 millions d'euros par saison au Barça. C'est sûr que à partir de la saison prochaine, on va revoir forcément son salaire. C'est un peu ce qui fait la force de cette équipe espagnole, c'est la jeunesse de l'équipe. Ils sont très jeunes. Quand vous les prenez, il n'y a que Morata ou encore il y a Nacho, Carvajal, Rodri. Il y a des grands. C'est, on va dire, un mélange entre l'expérience et la jeunesse. Et la jeunesse. Et souvent, ce sont ces jeunes-là qui apportent beaucoup plus à cette équipe d'Espagne. Il y a Nico Williams. Bien sûr. Côté, il y a Pedri qui est là, même s'il n'a pas joué hier. Il y a Pedri, il y a Rodri. Donc, ce sont ces joueurs-là qui apportent énormément à cette équipe de France, sans oublier Dani Olmo. Cette équipe d'Espagne, pardon. Et sans oublier donc Dani Olmo, qui, chaque fois qu'il rentre en jeu, vous allez voir également sa touche dans cette équipe-là. On a tendance à croire que parmi ces grandes nations, l'Espagne reste l'équipe typiquement organisée avec un style de jeu. Vous savez, avant, on avait le cas de
de l'ancien entraîneur qui est plutôt à City aujourd'hui. Guardiola. Il y avait le style Guardiola. Et vous allez voir que l'équipe d'Espagne était constituée, l'ossature de Barcelone, auquel on greffe quelques joueurs de Real. Mais maintenant, depuis que Guardiola est parti, vous allez voir que l'Espagne ne joue plus ce football comment on appelle, de possession. On ne joue plus ce football de possession. Et vous allez voir que la conservation est là. À milieu de terrain, on joue un peu plus sur les côtés. Et quand vous avez Nico, Williams et Yamal sur les deux côtés, les latéraux ont déjà des soucis. Contre l'Allemagne, c'est Yamal qui a délivré la passe qui a éliminé les Allemands. Vous allez voir que ces deux joueurs sur les côtés font de la mobilité. L'Espagne ne garde plus, ne conserve plus. Quand vous voyez un peu la possession, parce que cette façon de jouer a atteint ses limites. Voilà. Il faut aller vers un football ils ont direct voilà. Et efficace. Parce que la majorité de ces joueurs jouent dans d'autres championnats. Voilà. Avant, c'était en Espagne seulement qu'ils étaient. Très bien. Voilà, on aura parlé. Beaucoup disent déjà que l'Espagne va accrocher sa 4e étoile à son maillot parce que l'Espagne et l'Allemagne restaient les pays ayant gagné 3 fois l'Euro de football. Et peut-être l'Espagne en route pour une 4e victoire, un 4e couronnement, qui sait. Je le souhaite un peu. Merci de nous faire confiance. Oui, on parle professionnalisation depuis quelques années déjà, mais on n'est pas encore rentré dedans. Mais peut-être qu'on est sur la voie. Il y a eu des choses qui ont été précisées. La dernière fois, Latif, c'est quoi? C'est d'abord des correspondances, en tout cas, que la fédération envoie aux clubs concernés, c'est-à-dire les clubs de première et deuxième division. Voilà, chaque club est tenu donc de venir chercher des documents qui, en tout cas, précisent des directives. Ces directives sont déjà, en tout cas, dans les starting blocks depuis la saison dernière. On l'a dit, la professionnalisation est décalée d'une saison, mais déjà... beaucoup ont décrié le fait que la fédération, sinon l'État, demande à ce que tout se fasse au même moment. Maintenant, il y a eu une année, en tout cas, donnée pour permettre justement à la fédération et à ses membres de se mettre dans les rangs. Et la fédération en a profité quand même pour demander des choses déjà au club dès la saison dernière. Où voilà, il faut revoir l'administration des clubs, il faut les contrats, on parle même des clubs de jeunes, il faut avoir les équipes féminines. Déjà à partir de la saison dernière, c'était fait. Sauf que ça reste théorique. Il faut avoir le courage de le dire, ça reste théorique. Certains clubs, oui, on a parlé des clubs on a parlé d'absorption de certains clubs à d'autres, ou bien de la fusion de certains clubs. On a vu Bella pour Asco, on a vu Gazelle pour Semassi, mais il y a beaucoup de clubs qui, pour l'instant, n'ont pas précisé. Par exemple, tel club fait quoi pour tel club. Il y a des choses qui sont restées en l'état. Et puis, la question d'opérationnalisation. Parce que oui, dans les documents, c'est fait, mais dans la mise en œuvre, est-ce que les clubs ont véritablement les équipes de jeunes? Il faut avoir le courage de le dire, ce n'est pas encore ça. Donc, je pense que c'est ces directives-là que la fédération est en train donc, de corser ou de rappeler aux différents clubs. Et on parle des dossiers, c'est un appel à manifestation d'intérêt. Tu dois faire un dossier et que le dossier comporte tout ce que la fédération est demandé ou toutes les exigences donc, du professionnalisme. Alors, si la commission chargée donc, de délibérer estime que le dossier est bon, parce que tu fais appel à une division, si c'est en Ligue 1, si ton dossier est bon, c'est que tu seras maintenu pour la Ligue 1, parce qu'on parle d'une année zéro. Dans l'année zéro, c'est qu'en réalité, c'est comme personne n'est en Ligue 1, personne n'est en Ligue 2. Normalement, c'est ce que ça veut dire. Et donc, tous les dossiers qui seront admis pour la Ligue 1 seront retenus pour la Ligue 1. Et quand tu es en deuxième division et que ton dossier est bon pour la première division et que celui qui est en première division, son dossier n'est pas bon pour la première division, en réalité, pour mieux comprendre c'est ce que ça veut dire, espérons que le processus puisse aboutir. Lorsque vous entendez le budget de cette année, on parle
d'une revalorisation qui va vers les 4-5 milliards. Et quand on parle de 4-5 milliards, ça suppose que, de mon analyse, l'État aurait déjà pris en compte les conséquences financières liées à la professionnalisation. Parce que quand on parle de 2 à 4, voire 5 milliards, je pense véritablement que l'État aurait déjà pris en compte ce volet. Mais attendons de voir si ça sera forcément opérationnel dès la saison 2024-2025. Oui, Grégoire, vous voyez les clubs répondre à ces exigences-là, avoir par exemple un centre, oui, si on peut le dire ainsi, une équipe de jeunes, un siège, et tout ce qu'il faut. Normalement, tous les clubs devraient avoir leur stade. C'est d'ici 2-3 mois, ben, on peut répondre à ces exigences-là. Pour commencer, pas forcément à toutes les exigences. Il y a certaines qui sont donc très importantes. Vous parlez donc des clubs des jeunes ou encore des clubs féminins. Je crois que certains clubs ont déjà commencé cela déjà la saison dernière. ASCO avec son équipe féminine, ASK avec son équipe, Semassi aujourd'hui a son équipe féminine. Je crois que il y a les démarches avaient déjà commencé. Vous vous souvenez qu'avant, à la fin de la saison dernière, la fédération avait quand même lancé le même processus pour demander donc à ces équipes-là qui seront dans les mêmes dispositions. Mais finalement, la professionnalisation n'a pas eu lieu parce qu'on n'est pas véritablement prêt. Maintenant, si la fédération relance encore le processus, c'est sans doute qu'il y a des démarches qui ont été faites, il y a des pas qui ont été posés en avant. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, la fédération demande cela. Donc, je me dis que si on le fait, les clubs sont obligés de rentrer dans le rang, dans ce rang-là, afin donc de respecter un tout petit peu ce qu'on demande. Le club qui ne sera pas capable donc de remplir ces conditions ne jouera pas donc ce championnat professionnel. La DIF l'a dit, que tu sois en Ligue 1 ou en Ligue 2, si véritablement tu es prêt ou bien les dossiers sont véritablement bons, ce qui veut dire qu'on t'accepte. Il y a certains clubs de première division. Je me dis que ça va être un peu compliqué pour certains parce qu'il y a déjà des difficultés pour tout d'abord avoir les moyens. On a vu ce que ça a donné pour le championnat amateur où certains clubs n'ont même pas fini le championnat parce qu'il n'y a plus de moyens. C'est vrai qu'ici, on parle de financement de l'État, mais il faut avoir quelque chose avant d'avoir le soutien de l'État pour justement ce championnat professionnel. En tout cas, le processus est déclenché, c'est lancé. On verra ce que ça va donner avant justement le début de la nouvelle saison. Prosper, vous, à votre niveau, quand on évoque ce terme, professionnalisation, vous y croyez profondément? Ça peut prendre? Oui, ça peut prendre dans la mesure où toutes les dispositions sont prises. Vous voyez, la type parlait d'une enveloppe de 5 milliards. 5 milliards, c'est une goutte d'eau dans la mer lorsqu'on parle de professionnalisation. Si tant est que l'État veut se mettre donc à la page donc, de l'évolution du football, et je crois que la professionnalisation appelle à d'autres exigences. Sur le plan administratif et social, ça comporte un certain nombre de choses. Et ça, je crois que ce ne sont pas par décret qu'on peut le faire. Ce sont la création d'abord d'une ligue professionnelle, c'est-à-dire qui va gérer même le football professionnel. Ce n'est pas une fédération. Il y a la ligue de football qui doit gérer. Est-ce qu'on a pris ces dispositions-là? Oui, les dispositions concernant les clubs, d'accord, appel à manifestation, nous sommes d'accord. Il faut qu'on nous clarifie si toutes ces dispositions-là sont déjà prises. La ligue professionnelle... Est-ce qu'on l'a déjà mise en place? C'est ça ce que je dis. On doit la mettre, puisque... Ils disent que c'est les clubs qui vont élire. Ce n'est pas un décret, ce n'est pas une mise en place, que c'est les clubs. Ça suppose... Alors que ça c'est un préalable, non? Normalement, ça aurait pu se faire aussi dans l'inverse. C'est-à-dire la manifestation. Non, c'est-à-dire que la fédération pourrait ou bien aurait pu mettre en place une ligue professionnelle. Et maintenant, permettre à cette ligue professionnelle maintenant de mener le processus. Les démarches. Maintenant, on demande plutôt à ce qu'on voit
les clubs professionnels. Et ce sont ces clubs professionnels maintenant qui vont élire leur président pour un bureau. Moi, je crois que pour moi, c'est de mettre un peu le chari avant le bœuf, parce que mettre en place les structures qui soient déjà à même donc de prendre toutes les discussions. Mais l'autre côté également, quand on parle de professionnalisme, ça veut dire que les joueurs qui seront, qu'on appelle dans le cadre professionnel, ils vont travailler dans un cadre professionnel. Et ça sous-tend un paiement et de l'émolument. Et à ce niveau-là, un joueur qui pratique donc, le football professionnel doit vivre de sa profession jusqu'à la fin de sa vie. Mais le football ne peut pas se jouer déjà à 30 ans. On vous déclare un peu dépassé. 30 ans, 30 ans, c'est les exceptionnels qui vont à 40 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire après? Ceux-là qui sont payés, ça veut dire que sur le plan administratif, ils sont, comme on appelle, déclarés à la caisse, à la CNSS, on suppose, qui va continuer par payer, par exemple, après que le joueur là n'est plus... Non, mais comment ça se fait dans les grands championnats? Oui, c'est ce que je dis. Oui, la question ce n'est pas le club qui prend en charge le joueur, même si le joueur ne lui appartient plus. Oui, ça veut dire le joueur prépare son avenir. Oui, non, ce n'est pas le joueur en tant que tel. Quand tu es déclaré à la caisse, c'est ton employeur. Voilà. Mais alors, si tu as 10 employeurs, c'est que c'est un cheminement. C'est ce que je dis. Le premier employeur qui t'envoie à la caisse, alors, si tu ne travailles pas pour lui, ta caisse reste là-bas. Oui. Alors, le prochain employeur, c'est lui qui va continuer. Maintenant, si à 35 ans, tu arrêtes de jouer. Mais ça, ce n'est plus l'affaire de l'employeur. Non, c'est ça. C'est que dans le domaine professionnel, ça appelle à cela. Même dans les grands championnats, dans les grands championnats, un joueur qui finit sa carrière, mais ce n'est pas le club dans lequel il a fini sa carrière qui va continuer par lui payer. Écoutez. Ce n'est pas comme ça se fait. Qu'est-ce que vous voulez dire clairement? Moi, je voudrais dire simplement. Soyez plus clair. Que les dispositions qui sont mises en place dans le courant professionnel sont claires. Les joueurs sont payés par rapport aux services qu'ils font. C'est-à-dire, ils jouent, ils sont payés par leur club. Oui. Maintenant, au-delà, il y a des dispositions qui sont prises. Lesquelles? Ici, on est en train de décréter le football professionnel. Et le football professionnel a ses exigences. Tout ce que moi je voudrais dire... Mais ce critère ne fait pas partie des critères énumérés. Mais je crois qu'avec... Vous prenez un Sénégalais qui vient jouer au Togo. Vous allez faire la caisse nationale de sécurité sociale pour lui? La cotisation. Qui continue par cotiser? Parce que le cadre professionnel exige cela. Ou bien Dieng Dakonam qui joue en Ligue espagnole. Ce que je voudrais dire, ce que vous ne comprenez pas ce que vous ne comprenez pas, quand on engage un fonctionnaire au niveau de l'État, on l'engage dans la fonction publique par exemple, ou dans une fonction privée, il a un âge requis pour terminer. Et on continue par lui payer jusqu'à l'âge où il ne peut plus travailler et la retraite commence par là. Maintenant, on parle de professionnalisation. Écoutez bien ce que je dis. Je ne dis pas. C'est pas différent. C'est pas différent. C'est pas inscrit dans le juridique. Oui, je vous dis juridiquement. Mais ça doit être inscrit. Parce qu'on ne peut pas utiliser. Écoutez, je vais terminer comme ça. Non, je termine comme ça. On ne peut pas utiliser quelqu'un parce qu'il a 15 ans. On l'emploie pour jouer dans un club. Il a produit du spectacle. Il a fait quoi? Il a émis, comme on appelle, un service. Maintenant, on l'utilise aujourd'hui. Et à 35 ans, on va dire que lui-même n'a qu'à se débrouiller pour aller trouver... Moi, je dis, il y a un cadre juridique sur lequel... Donnons l'exemple d'Emmanuel Cheya Adebayor. Oui. Emmanuel Cheya Adebayor a joué au FC Metz. Est-ce que depuis... Donc, quand il a quitté le FC Metz doit continuer par lui verser son salaire? C'est ce que moi je ne comprends pas. Parce que je ne comprends pas aussi. Ici, c'est la même chose. Vous allez comprendre. Ici, on parle, par exemple, je vais donner notre exemple. Quand on va finir. Parce que là, on va finir. Quand on parle des dossiers à fournir, on parle du football des jeunes. On parle du football féminin. Par exemple, quand vous prenez le football des jeunes, tous les joueurs qui seront envoyés, c'est-à-dire il faut faire les listes, il faut envoyer tout, même les naissances et autres.
on parle des contrats amateurs, par exemple, pour les jeunes. Oui. Alors, donc, oui, mais c'est des critères. Oui. Maintenant, ce que toi tu dis, il n'y a pas ça dans les critères. Et on doit l'introduire. Mais il n'y en a pas. Ici, on parle de ça, il n'y en a pas. Même à l'international, il n'y en a pas. Ça ne se fait pas. Même à l'international, il n'y en a pas. Je vous dis, il y a des cas juridiques qui traitent de cela. Bien sûr, mais en matière de football, donnez l'exemple d'un pays peut-être où un joueur togolais est allé jouer en Côte d'Ivoire et il est rentré et à chaque fin du mois, il va aller prendre ça. Jusqu'à sa retraite, le club continue pas à lui payer. Non, je ne crois pas. On va finir le débat, c'est bon. Moi, je vous dis, nous sommes dans un cadre spécifique. Très bien. C'est l'État qui décrète la professionnalisation. Ailleurs, ce n'est pas la même chose. Ici, c'est l'État qui décrète. Ça veut dire qu'on va employer des gens et je dis, c'est préjudiciable. On ne peut pas amener quelqu'un qui fasse 35 ans, on lui paye, on s'arrête. Quand est-ce qu'on commence par percevoir la pension? On comprend votre inquiétude. On comprend votre inquiétude, mais malheureusement, c'est pas le cas. Non, on doit y réfléchir. on va revenir sur le sujet et avant de continuer, on va marquer la pause. Et on parle de la Coupe du Togo. L'apothéose, c'est bien ce week-end. Samedi, au stade de Kégué, la finale oppose ASCO ASCK. Oui, la Coupe du Togo qui revient 6 ans après. La dernière édition, c'était en 2018 avec la victoire de Gomido. Et notez bien, ceux qui ont envie d'aller soutenir, d'aller applaudir les Kondona, les quintuples champions du Togo et leur dauphin de toujours, la SCK, vous irez gratuitement. L'entrée est gratuite pour cette finale de la Coupe du Togo. Oui, on y est et on attendait cette compétition, même si, oui, ça a été fait de façon... pas comme on l'attendait, c'est juste le minimum, il n'y a pas eu beaucoup de clubs. Ailleurs, on se souvient même, les Carquefou, je ne sais pas, des clubs... il y a Sporting Club qui a disputé la Coupe du Togo dans ce pays. Voilà, Sporting Club de Togbuya-Koussa. Malheureusement, oui, on parle de moyens, donc on regroupe juste quelques clubs pour aller faire, et la finale, c'est dimanche, entre ASCO et samedi. Samedi. Oui, samedi. Je me dis que, bon, cette année, la fédération dira même qu'elle a fait mieux parce qu'elle a concerné tous les clubs de première et deuxième division. Sauf que, voilà, elle a laissé la porte à tout le monde, à la latitude, à ceux qui veulent s'engager ou pas. Mais, comme vous l'avez dit, c'est la Coupe du Togo. Quand on parle du Togo, ça a son sens. Tout le monde est togolais, on aurait pu permettre à tout le monde de jouer. Et ça dépend. Aujourd'hui, la fédération a ses démembrements. Il y a les 6 ligues régionales et puis il y a également 39 districts. Et à la fédération de trouver un format, permettre aux districts de jouer, pourquoi pas peut-être choisir chaque champion dans les districts, ça fait 39 équipes, jouer et puis choisir les meilleurs de chaque région. Et puis peut-être maintenant... Faire comme le championnat scolaire. Voilà, maintenant prendre, pourquoi pas, les 6 meilleurs clubs des ligues et puis les faire jouer avec les 16 clubs de première division et puis ça on aurait pu voir autre chose. On le dit pour les prochaines fois. Déjà, c'est du mieux par rapport à cette saison où on a eu pratiquement plus de 20 clubs, parce que 16, ça fait 32, mais tout le monde ne s'est pas engagé. Mais là aussi, le format utilisé, ça a été à minimum, parce que voilà, on parle des moyens, il faut jouer par zone, oui. On parle de terrain neutre. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait qu'on n'a pas véritablement ce que les gens escomptaient voir de la Coupe du Togo. Mais de toutes les façons, elle est là, cette Coupe du Togo, et cette fois-ci, elle n'est même pas honorifique. Elle est qualificative pour une Coupe continentale, même si on sait que à ce niveau, il n'y a plus en jeu, parce que les 2 clubs qui sont qualifiés pour la finale sont déjà qualifiés directement pour... voilà, ou même si l'ASCK qui est deuxième, normalement, n'a pas directement le ticket pour aller sur le continent, c'est le vainqueur de la Coupe du Togo qui aura directement le ticket. C'est que si c'est ASCO qui gagne, soit c'est son vice à la Coupe du Togo ou son vice au championnat qui ira. Donc sur ce côté, il n'y a pas d'enjeu. Mais ici, c'est un match de prestige
parce que les deux clubs, c'est des frères ennemis, il ne faut pas avoir peur des mots. Les frères rivaux. Les frères rivaux, ce qu'ils ont... C'est le titre d'un feuilleton. Oui, frères rivaux, voilà. Kamal et puis... voilà, Kamal et puis Kérim. Voilà. Ce qu'ils ont refusé de manger à l'entame de la saison, ils vont le manger à la fin de la saison. Souvenez-vous, ils ont refusé de jouer la Super Coupe, mais ils seront obligés de jouer maintenant la Coupe du Togo. Voilà, moi je me dis, c'est les meilleurs du moment. On ira voir ce que ça va donner. C'est tout le Togo qui est appelé. Voilà pourquoi l'entrée est libre et surtout gratuite. Oui, l'entrée est gratuite. Prosper Agboklou, quand on évoque la Coupe du Togo, ça vous évoque des souvenirs? On sait qu'en 1955, c'est Essor qui a gagné la première édition. Il y a eu, dans les années 80-90, les finales à Gaza, Tente 2, Ifodje, à Gaza, sans oublier, comment on appelle, Semassi en Tente 2. Semassi en Tente 2. Oui, des finales qui sont mémorables et qui, à l'époque, rassemblaient une foule immense au stade municipal de Lomé. Les finales se jouaient là-bas. Et on avait quand même la frisson. Les Agougnons, les tout ça là qui étaient là et qui faisaient la pluie, le beau temps. C'est des joueurs au talent pur à l'époque, qui ne passaient pas par des centres de formation, mais qui avaient le génie en eux. Quand on parle de Zé Tomé Degbe, on parle donc des Sounou-Maouli, on parle de Cloudodi, de Dobou Gerson, les Takpara Rataï, Mohamed Aziz. Voilà. Il faut ajouter Atili Kakomi. Voilà, ils sont là. Voilà. Et il faut quand même dire, c'est des joueurs au talent pur qui arrivaient au terrain, qui donnaient du spectacle, qui étaient suffisamment aguerris pour permettre donc de connaître du spectacle au stade. Mais aujourd'hui, bon, vous savez, le football, il a quitté un peu l'étape du spectacle pour aller un peu dans le business, ce qui a fait qu'on n'a plus tellement cette tendance-là de voir qu'on est venu au terrain pour pouvoir gagner. Parce qu'à l'époque, les entraîneurs n'imaginaient pas les 0-0. Hein. On venait pour gagner. Donc, ce qui fait que c'est là demain. Aujourd'hui, écoutez un peu, au moins un match nul, on va aller au tir au but et on gagne. Donc, ce qui fait qu'on tue le spectacle. L'enjeu devient tellement de taille que le spectacle n'y est plus. Donc, vous allez voir, quand vous écoutez par exemple les deux coachs maintenant, vous allez voir que chacun va se dire, on va essayer. En finale, on dit on ne joue pas, on la gagne. Donc, chacun va essayer donc, de faire jusqu'à aller peut-être au tir au but. Encaisser, on ne veut pas aller au tir au but. C'est ça qui fait que le spectacle aujourd'hui n'est plus au profit donc, de l'enjeu financier. Grégoire Attignon, c'est un match de prestige pour ces deux clubs. Ils connaissent leur position. ASCO champion du Togo pour la 5e fois de rang. ASK, toujours 2e. Ils connaissent leur position également au niveau du continent. Mais est-ce que c'est important pour eux? C'est du prestige? Oui, au-delà du prestige, je crois que c'est un match qui oppose, comme Latif l'a dit, deux frères ennemis. Vous savez que les matchs entre ASK et ASCO sont toujours des derbys. C'est un derby. Et que ici, seulement que du côté d'ASCO, on a envie donc de réaliser le doublé pour cette saison, c'est-à-dire remporter le championnat et pourquoi pas également remporter donc la coupe. Et donc, il y a le doublé qui tient véritablement à cœur au Condona. Maintenant, du côté de l'ASK, souvent, l'on dit que c'est une équipe de coupe et d'ailleurs qui a récemment remporté la Coupe de l'Indépendance, je crois pour la 4e fois de suite. Et donc, c'est une finale qui va se jouer. Et souvent, quand les deux équipes s'affrontent en finale, ce sont les chauffeurs qui arrivent à tirer leur épingle de jeu. Et les deux équipes se sont affrontées en demi-finale de la Coupe de l'Indépendance. Et c'est l'ASK qui s'est imposé 2-1. Ici encore, c'est une finale qui va se jouer. On verra justement ce que ça va donner. Mais attention, l'ASK n'a pas remporté le titre. Donc, l'ASK, pourquoi pas, ne va pas chercher à remporter ce trophée pour quand même sauver, si on peut le dire entre guillemets, sa saison.
Pourquoi pas? On va noter que Fouadan même l'a gagné en 1985. 85. Avec les Tchani de Tchakala. Voilà. Les Ocli, les Alassani Mozeli, les Feu Kofi Komla, Tchani de Tchakala. Voilà, et même le Dynamique togolais en 2001 a gagné la Coupe du Togo. Donc il y a beaucoup de clubs. Agaza l'a gagné en 99, Doumbé en 96. Oui, la Coupe du Togo, pour dire tout simplement qu'avant, dans le temps, c'est Massi, il a gagné. Plusieurs fois. Oui, voilà. deux fois, puisque là... Le dernier trophée, c'était face à l'Entente. Oui, en 1980, c'est Massi, il a gagné. C'était face à qui déjà? Oui, mais oui. C'est Massi l'a gagné en 80. Et puis en 82. Voilà. C'était face à Gaza. Oui, c'était face à Gaza. Ils l'ont gagné en 80... entre 92 et 95. Ouais. Ça, c'était face à l'Entente. Au stade municipal. Au stade municipal. Deuxième but de Atideka. Comme sur penalty. Voilà. Très bien. Voilà, vous voyez. Oui, c'était en 90, contre Entente de 2-1. Voilà, 2-1. C'était avec les Agougnons, les Lassam Placard. Youssouf Suleiman a marqué. A ouvert le score. À la 29e minute. Et puis à la 33e, l'Entente a égalisé. Et puis à la 83e minute, c'est Massi a marqué le deuxième but. Voilà. La mémoire sportive de Latif Yorouma. Voilà. On va parler de la sélection maintenant qui attend toujours son nouveau patron. Et il semble, aux dernières nouvelles, que l'ancien sélectionneur des Barea de Madagascar, Nicolas Dupuis est rentré. Actuel sélectionneur du Soudan du Sud. Soudan du Sud, oui, est rentré dans la danse. Oui, c'est aussi, je me dis, les conséquences de la façon dont le processus est mené. Parce que je me dis, en aucun moment, la fédération n'a lancé officiellement l'appel à candidature. On a eu dire qu'il y a une shortlist et que voilà, les nationaux ont été privilégiés. C'est ce que l'opinion veut. Mais on aurait pu ouvrir officiellement et puis en mettant les critères orientés vers les locaux. Franchement, maintenant, ok, comme on le fait, comme cela, même à la dernière minute aussi, on peut prendre n'importe quel dossier. Oui. Parce que finalement, on ne sait pas quand est-ce que le premier dossier est arrivé, quand est-ce que le dernier dossier est arrivé. La piste nationale est en train d'être abandonnée. La piste nationale n'est pas en train d'être abandonnée, mais il y a beaucoup de contingences qui font qu'aujourd'hui, les gens se disent, mais écoutez, par rapport à ce qu'on se dit, par rapport à ce qu'on entend, est-ce que sinon, moi je dis, les expatriés, sinon les étrangers n'ont pas pu véritablement trouver la clé à la solution et au problème qu'on a depuis un moment. Ça fait 3 camps de ratés. Écoutez, en tout cas, moi, ça fait longtemps que moi je n'ai pas vécu ça. 3 camps de ratés, mais c'est difficile. Depuis 1984, quand le Togo était à Abidjan. Alors, on a eu un passage à vide. Bien sûr. Mais alors, à partir de 1998, écoutez, 84, 94, ça fait 10 ans. Et puis, dans 14 ans. Alors, maintenant, regardez, on est en train de rater des cannes à 24. À l'époque, mais c'était des cannes à 8. Le Togo y était, mais à partir de 98, le Togo y était. En 2002, en 2000, le Togo y était. En 2002, le Togo y était. En 2006. Puis, depuis là, si on rate minimum, c'est une canne. Oui. On revient. Une canne sur 2, une canne sur 2. Maintenant, alors, les étrangers, on n'est pas des xénophobes en tout cas. Mais il faut aller vite. Mais aujourd'hui, il faut aller vite. On tergiverse quand on ne sait plus. C'est la fédération, c'est l'État. On parle même de la présidence, mais finalement, c'est qui choisit le sélectionneur? Bon, c'est aussi à Ford, Niasingo de le faire. Moi, je ne suis pas sûr que c'est à la présidence qu'on va faire ce choix. Le choix se fait toujours entre la fédération et le ministère. C'est la fédération qui fait le choix et le propose au ministère qui entérine. Parce que s'il y a lieu d'entériner. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi. Il faut aller vite. Mais moi, je ne sais même pas pourquoi on est en train de traîner sur ce dossier-là. Parce que nous l'avons déjà dit. Il y a de l'urgence. Les éliminatoires de la CAN, c'est en septembre. Il faut forcément un entraîneur, un sélectionneur qui doit prendre contact avec les joueurs avant donc de savoir qui convoquer pour les 2 premières journées de ces éliminatoires. Mais si on attend, on nous dit qu'il y a un comité mixte, il y a un comité qui travaille, on ne sait même pas quand est-ce que le comité a été mis en place, on ne sait même pas ceux qui composent ce comité-là, parce que en principe, quand on parle de comité mixte, ce qui veut dire qu'il y a la Fédération togolaise de football, il y a le ministère des Sports, il y a le ministère des Finances. C'est les 3
qui doivent composer ce comité. Et de la fonction publique. Et de la fonction publique. Voilà, qui doivent composer ce comité-là. Mais jusque-là, on ne sait même pas ceux qui sont dans ce comité. Quand est-ce que ce comité a été mis en place? Il n'y a pas appel à la candidature qui a été lancé, mais on sait qu'il y a des dossiers qui arrivent sur la table de la Fédération togolaise de football. Et jusque-là, on n'a pas encore tranché. On dit qu'on va transmettre le dossier au ministère des Sports. C'est ce que le secrétaire général nous a dit la semaine dernière. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui a été décidé. Mais si, dans les dernières minutes, on nous dit encore que des dossiers arrivent et qu'on parle de Nicolas Dupuis, je me dis que nous ne savons même pas ce que nous sommes en train de faire. Oui, non, moi, il y a une contingence sur laquelle il faut... Vous avez vu tout l'imbroglio qu'il y avait eu au Cameroun avec le sélectionneur Marc Brice. C'est-à-dire que le recrutement du sélectionneur a des aspects lugubres. C'est-à-dire que tous ceux qui amènent les entraîneurs, ils ont quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une négociation. Maintenant, avec les locaux, la plupart du temps, comme on veut cacher ce côté-là, on a des problèmes à recruter les entraîneurs locaux un peu partout. Ce n'est pas seulement le cas du Togo. C'est ça le problème. Qui va engager qui et qui ne dira pas quoi après? Alors qu'avec l'étranger, ça reste dans les coulisses. Donc c'est plus facile avec les étrangers. C'est pourquoi on les amène. Très bien. On verra. Mais moi, je refuse qu'on nous dise que le dossier se trouve à la présidence. Écoutez, ce n'est pas le président de la République. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Il a autre chose à faire. La dernière fois où il nous a offert un entraîneur, on a vu le résultat. Donc, il faut que la fédération... C'est les gens qui le disent. Est-ce que c'est lui? Il faut que... Oui, mais... Il n'a jamais dit que c'est lui. Il n'a jamais dit que c'est... Bon, en fait, il n'a jamais dit que c'est lui. Il n'a pas dit que ce n'est pas lui qui l'a amené. Il n'a jamais aussi dit que c'est lui. On connaît un peu le résultat. Donc, il faut que la fédération fasse un choix rapidement. Merci Grégoire Attignon, merci Prosper, merci Latif, merci Elon Vadovon, merci Olivier Oquet. Allez, à bientôt.